Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien de l'actu en Savoie-Mont-Blanc, en live sur votre télé, sur votre smartphone ou votre tablette grâce à nos réseaux sociaux et notamment au hashtag Accès Direct. Ce soir au programme, on va prendre un bol d'air frais et nous irons en refuge grâce à l'association Phare Refuge. Ils seront sur ce plateau dans un instant et nous parlerons de leurs actions en altitude plus que jamais nécessaires aujourd'hui. Nous accueillerons également l'association Rêvasson qui nous expliqueront leurs valeurs et leurs actions pour mettre en relation culture et écologie. Enfin, nous remonterons le temps grâce à l'exposition Dino World qui a posé ses griffes du côté de Versoix et ce jusqu'à fin août. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission. Mais on commence comme d'habitude avec les titres de l'actu. Bonsoir Seb. Salut Manu. Et avec toi ce soir, forcément, on va parler du plan canicule. Oui, le plan canicule, département, État. On est allé faire un tour du côté de l'EHPAD Les Ombelles, du côté de Viry, pour voir un petit peu comment s'organise la vie des résidents avec les aides-soignants en cette période de forte chaleur. Avec un dossier de Clémence Roualdès et puis un deuxième titre ce soir, on reparle DRA. Voilà, le projet de transformation DRA qui a été présenté ce lundi soir. On rappelle le haras propriété de la ville depuis 2013 qui va donc faire l'objet d'une importante réhabilitation avec plein de nouvelles choses, notamment une cité du film d'animation. On verra les premières images dans le journal. On a hâte de voir ça. 18h30, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Sébastien. À tout à l'heure et j'invite tout de suite nos premiers invités à rentrer sur le plateau. Stéphane Barré, président de l'association Phare Refuge. Il est accompagné de Pascal Golfier. Bonjour, vice-président de cette même association. Messieurs, merci d'être avec nous. Bienvenue sur ce plateau. Alors, l'association Phare Refuge, on en parle maintenant depuis quelques années, créée 2004-2005, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. 2005. Et a pour vocation, tout simplement, d'amener des pharmacies et du matériel médical dans les refuges, histoire de ne pas forcément faire monter l'hélico à chaque fois. Aujourd'hui, après pas mal d'années d'œuvres, on va dire, en altitude, où on se situe, entre guillemets. Il y a encore beaucoup de refuges qui n'ont pas encore de pharmacie, qui n'ont pas forcément les clés pour pouvoir gérer des petits mots. Alors ça, on ne sait pas trop, parce qu'il y a 600 refuges environ en France qui sont estampillés refuges. Nous, l'association, on en a équipé 120 dans toute la France, avec une cinquantaine de défibrillateurs. Voilà, vous dire s'ils ne sont pas tous équipés, probablement qu'ils ont du matériel, mais ça, on n'a pas fait d'état des lieux évident. Voilà. Alors, justement, votre action dans les années 2005, justement, ça avait commencé avec un questionnaire simple auprès des gardiens de refuge pour faire justement l'état des lieux. À cette époque-là, l'état des lieux, c'était pas la joie, j'ai envie de dire. Oui, c'était surtout le seau à boutade rempli avec 2-3 aspirines, un sparadrap, éventuellement du mercurochrome, comme à l'époque on utilisait, et ça se limitait à ça. Donc c'est vrai que maintenant, c'est plus étoffé et c'est bien accueilli. Alors, c'était vraiment une nécessité et j'imagine qu'auprès des gardiens, votre initiative a connu un grand succès. D'ailleurs, j'imagine qu'aujourd'hui, c'est plus les gardiens qui vous contactent que le contraire, que vous qui allez chercher les endroits. On est 15 bénévoles qui s'occupent de cette association. Donc c'est vrai que 120 refuges, ça fait beaucoup, même d'autant certains sont dans les Pyrénées, par exemple. Donc ça fait loin. On est tous basés au pourtour de Chambéry, Annecy. Donc c'est vrai qu'on ne démarche pas, c'est pas le but de l'association, donc on vient mais chaque année on a une dizaine de refuges qui viennent s'ajouter. Alors vous êtes tous les deux professionnels de santé, médecin urgentiste pour vous Stéphane, aide-soignant pour Pascal. C'est vrai qu'il y a quand même un sacré historique. J'imagine que depuis vos postes et vos hôpitaux, vous envoyez pas mal des gens redescendre de montagne avec que ce soit vraiment des vrais problèmes ou alors des petits maux liés à l'altitude, des petites coupures, des ampoules un peu profondes. J'imagine que vous devez en voir un peu tous les jours, qui plus est en cette saison. Comment elle est venue cette idée, cette nécessité de vouloir équiper justement les refuges ? L'idée, c'était, j'ai eu cette idée parce qu'à l'époque, je travaillais à la régulation du SAMU Centre 15 de Chambéry. C'était en 2004. Et cette année-là, il y a eu deux histoires, l'une derrière l'autre, qui sont arrivées en refuge. L'une, c'était une colique néphrétique qui a eu lieu en pleine nuit au refuge de l'Harpon, qui a nécessité au secours en montagne de faire une caravane terrestre parce qu'il faisait vraiment pas beau. Ça a été tout un barnum pour lui amener juste du biprophénide qui a calmé sa douleur. Et puis l'autre, c'était le gardien du refuge
de la Dent Arrachée qui a eu quelqu'un qui s'était brûlé les yeux avec le soleil, une uvéite des neiges, une ophtalmie des neiges. Et il avait passé une nuit, tout comme le client, totalement difficile parce qu'ils avaient mal aux yeux, ils n'avaient rien pour faire. Et c'est vrai que là-dessus, notre questionnaire est arrivé et le gardien de la Dent Arrachée m'a rappelé en me disant mais il faut absolument que tu fasses, il ne faut pas que je passe une autre nuit comme ça. C'était pas comme ça qu'il nous l'a dit, mais c'était un peu comme ça. Mais voilà, et lui, ça a été l'un des premiers à nous rejoindre. Oui. Alors ça, votre action, elle a été permise notamment grâce à l'assistance du Club alpin français en charge de nombreux refuges. Également, vous le citiez, grâce au Centre 15 qui est encore aujourd'hui un des points névralgiques, une des clés finalement de tout ce procédé. C'est ça, oui. Tous les gardiens, toutes les pharmacies sont faites de la même manière. Tous les centres 15 qui dépendent, parce qu'on appelle le centre 15 de son département, pas un autre, ils sont tous munis d'un livret. Ils savent exactement ce qu'il y a dans la pharmacie. Alors, est-ce qu'on peut voir un petit peu, ça consiste en quoi finalement cette pharmacie on peut avoir tout ce qu'il faut pour tous les maux ou Non. Concrètement on peut... Non, alors ça se veut être une pharmacie dite d'urgence. D'accord. Et pas de confort. Voilà. J'aime beaucoup la petite nuance. Expliquez-moi justement, qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Donc en premier étage, il y a la partie médicaments. Donc comme il est stipulé sur le haut de la caisse, on demande au gardien, pour ne pas faire l'automédication, d'appeler le centre 15 pour avoir, comme à chacun en ville, qui aurait besoin d'un renseignement médical, il sera en ligne avec un médecin qui va le diriger par rapport aux mots qu'il va décrire, que le randonneur a. Le médecin va dire, voilà, tu prends tel médicament, pour lui administrer. C'est vraiment pas le gardien qui prend la décision de prendre ce médicament. Voilà, c'est toujours sous le couvert du médecin du centre 15. Bien sûr. Pour pas de l'automédication. Voilà, ça c'est des comprimés. Alors ça peut traiter la douleur, ça peut traiter une allergie, un anti-inflammatoire pour une colique néphrétique par exemple. Entre autres. Voilà, mais il n'y a pas d'antibiotique par exemple. Ok. L'antibiotique, c'est pas automatique. Choix, ouais. Et c'est un choix, il n'y a pas besoin de... Enfin, c'est pas l'urgence. Si réellement il y a une urgence, type une méningite, là, le secours en montagne viendra chercher la victime immédiatement. Ça, Oui, ça ne remplace pas tout. Ça ne remplace pas tout. En dessous, c'est une deuxième partie du coup? C'est ça, oui. Deuxième partie. Donc cette partie commence à être plus compliquée dans l'application, dans l'attribution. Nous avons de la biafine pour les coups de soleil. Ouais, après, nous avons de la pommade pour les brûlures, ainsi que de la ventoline pour les asthmatiques, du Valium en cas d'hyperthermie qui aurait besoin ou pour une crise d'épilepsie. De l'adrénaline en cas de problème cardiaque. Là, sous couvert du médecin, bien là, sûr. c'est surtout plutôt pour des allergies graves, mais qui ferait baisser la tension artérielle. Ouais. Ça a permis de faire des économies, entre guillemets. C'est chiffrable de permettre de ne pas envoyer l'hélico à chaque petit Alors, c'est petit difficilement mal. chiffrable parce qu'effectivement, les gardiens de refuge, ce n'est pas leur métier. Donc, leur demander de tenir un listing pour dire tu as donné tel médicament, voilà, et puis tous les gens à qui ils donnent un médicament n'auront pas forcément besoin de soins ultérieurs. Donc, c'est difficile de chiffrer. Nous, on peut chiffrer, par exemple, on sait qu'il y a, avec les défibrillateurs, il y a eu 2 vies qui ont été sauvées. Ce qui est déjà pas mal. Voilà, et donc 2 personnes qui sont rentrées chez elles sans aucune séquelle. Quand on sait le coût d'une prise en charge en réanimation de patients qui auraient un déficit neurologique après un arrêt cardiaque, le coût de la pharmacie, enfin des pharmacies et des défibrillateurs est largement couvert rien que par ces 2 patients. Ouais. Alors, l'association LS Savoyarde, on le disait il y a quelques minutes, aujourd'hui, il y a des refuges de la France entière qui sont équipés. À terme, l'objectif, c'est d'équiper les 600 refuges français? Alors, il faudrait qu'on soit plus que 15, Le message 15 est passé. bénévoles. Oui, nous, on recrute des bénévoles s'ils veulent, mais équiper les 600 refuges français, c'est une grosse organisation. Ouais, gros barnum. Ouais. J'imagine que déjà cet été, cette année, vous avez un plan ou en tout cas des refuges encore à équiper, ça n'arrête jamais? Et bien là, normalement, on doit donner justement une pharmacie et un défibrillateur au Cap de Saint-Gervais pour un nouveau refuge. Ouais. Qui va de pair avec des formations. C'est ça, tout à fait. À chaque fois, il y a des formations qui sont délivrées, ça ne va pas sans, et on propose chaque année une nouvelle formation si les gardiens le souhaitent. Parce que certains sont pisteurs secouristes en hiver, par exemple, donc ils n'ont pas forcément besoin
la piqûre de rappel, mais d'autres un peu. Et puis nous, on fait des petites formations un peu complémentaires, parce qu'il y a un kit de suture, par exemple, on leur apprend à suturer, éventuellement. Mais c'est de la suture... on sait, il y a eu une vingtaine de sutures depuis que ça existe. Une seule fois, c'est le gardien qui l'a fait, c'était sur son chien. Sinon, à chaque fois, c'était des médecins qui passaient par là. Il faut souhaiter que ça continue, en tout cas. Messieurs, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été présents, d'avoir répondu à nos quelques questions. On vous souhaite bon courage pour la suite. J'imagine que ça va être chargé avec la saison qui s'annonce. Il va en falloir. Bon courage, bonne continuation. Merci. Et le temps juste pour moi d'appeler nos invités suivants en la personne de Florence Metzger et Arthur Palais, respectivement coordinatrice et président de l'association Rêvasson. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Alors déjà, c'est un plaisir de vous accueillir parce qu'on ne vous voit plus assez souvent sur notre antenne. Mais on va redire en quelques mots, au cas où il y a des gens qui sont encore dans une grotte, l'association Rêvasson, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Alors l'association Rêvasson s'est créée en 2018 et c'est un collectif de passionnés d'événements culturels et d'écologie. Voilà, donc le but c'est de créer des événements principalement musicaux qui rassemblent les gens et qui permettent une prise de conscience écologique et aussi de donner des outils à ceux qui seraient déjà qui auraient déjà pris conscience de la sauvegarde de la planète qui est nécessaire, de leur donner des outils concrets pour changer leur quotidien et voilà, avoir un réel changement des pratiques tous les jours. Alors là, on parle d'environnement avec un grand E, c'est-à-dire un environnement au sens large du terme, pas que nature, à proprement parler. Expliquez-moi un peu. Oui, on parle de l'environnement de manière générale parce que quand on organise des événements, ça touche tous les aspects de l'organisation. Parce que nous, le but, c'est vraiment d'être le plus respectueux de l'environnement dans l'organisation de nos événements et aussi dans le contenu qu'on propose. Donc ça touche vraiment tous les domaines, de la communication à la technique, à le choix de nos partenaires financiers, de notre banque. Voilà, c'est vraiment les transports, évidemment, le choix des artistes aussi, ça peut rentrer en ligne de compte. Donc, on essaie de balayer un peu tous les aspects et d'appliquer soit des formules qui existent déjà, qui ont déjà été expérimentées sur d'autres événements ou par d'autres organisateurs, et aussi de réfléchir avec notre environnement local à ce qu'on peut proposer pour être le moins impactant possible et si possible même d'avoir un impact positif sur notre environnement. Alors on est d'accord, c'est vrai que les mots d'ordre, culture, convivialité, aujourd'hui c'est vraiment vecteur de sensibilisation et on peut inculquer des messages par la bonne humeur et la culture, Florence ? Tout à fait, oui, c'est l'idée. On organise des événements culturels pour passer ce message aussi lié à l'écologie. Notre idée, c'est que la culture, elle peut rassembler, elle est inclusive et elle permet de partager ensemble des temps forts, des moments festifs et aussi de sensibiliser. Donc concrètement, on peut avoir des ateliers, donc c'est très famille aussi, on accueille tout le monde, que ce soit les enfants comme les grands, à être sensibilisés à ces aspects du quotidien, donc en créant une éponge en tissu, en réalisant de la céramique ou avec des petites bombes de végétal pour créer un petit potager sur son balcon, etc. C'est vraiment des choses qui sont toutes simples. La gestion des déchets aussi, on invite zéro déchet à certains événements pour que ça ne soit pas si compliqué que ça et en même temps que voilà, c'est un moment festif et on va s'amuser tous ensemble et proposer des artistes pointus, locaux ou autres. Voilà. Sachant qu'il y a déjà justement plusieurs organisations qui ont choisi de s'associer à votre association, notamment Super Show qui va arriver, alors qui a déjà commencé il y a quelques jours, qui va continuer, alors ce sera après-demain, ce vendredi 28. Là concrètement, on prend les mêmes, on recommence par rapport à l'année dernière, j'avais noté, c'était les DJ sets apéro potager. Aujourd'hui, ça s'appelle Super Show. Alors, c'est bravo parce qu'on est bien dans l'actualité. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver ? Comment on peut faire la différence culturellement et écologiquement via cet événement ?
Alors, ce qu'on va y trouver, ça se déroule de 17h à 23h. En première partie, à partir de 17h, un horaire qui convient bien aux familles, donc des ateliers, voilà, qui est vraiment la partie sensibilisation. Où on a souhaité axer sur les enfants parce que je pense que c'est un bon moyen de sensibiliser, voilà, dès le plus jeune âge et puis de sensibiliser les parents aussi. Donc des ateliers autour de la sensibilisation à l'environnement et ensuite un tournoi de molki à partir de 19h pour voilà, créer du lien et de la convivialité. Et, c'est quelque chose de tout simple, mais les gens sont assez contents de participer à ça. Et évidemment de la musique avec un DJ set. Donc ce vendredi, ça sera Sweet Bee qui nous vient de Lille, qui va mixer de différents styles, de l'électro à la house, en parlant par la musique un peu plus ethnique, mais voilà, quelque chose d'accessible, et donc ça sera jusqu'à 22h, et voilà, donc atelier, molki et musique. Finalement, pour toutes les tranches de public, sachant que ce seront des rendez-vous qui vont devenir finalement un peu cycliques, en tout cas tout au long de l'été, il y aura d'autres éditions. Il y a une côté un peu fidélisation du public également, c'est important pour vous? Oui, tout à fait. Alors là, on a 4 vendredis cet été. On avait le 14, ce 28, et puis ensuite on a le 30 août et le 13 septembre. C'est un partenariat avec Harmonie Saveur qui nous accueille au cœur des Haras, un lieu qu'on apprécie beaucoup. Et c'est vraiment un moment after work, certains vendredis, venez profiter, il fait grand beau, on a une bonne bière fraîche et on peut s'amuser ensemble gratuitement. Alors également, il y a beaucoup d'autres événements qui vont être prévus, notamment une silent party, ça c'est un peu le truc à la mode, et en plus c'est vrai qu'au niveau pollution sonore, là vous êtes totalement dans le créneau. Oui, complètement. En fait, l'idée de la Silent Party, elle est née de la rencontre avec l'association Lueur, qui s'est créée un peu en même temps que nous en 2018, dont le but est de visibiliser les femmes et les minorités dans la musique électronique et dans la musique en général, et qui sont aussi concernés par les questions d'écologie. Et comme nous, on est aussi concernés par les questions d'égalité, on s'est bien retrouvés. Et donc, on a décidé d'organiser, en partenariat avec la mairie de Cran-Gévrier, la commune déléguée d'Annecy, cette Silent Party, qui est donc un concert sous casque avec 2 DJ, avec des styles assez différents. Et donc on choisit la musique qu'on veut écouter, et de l'aspect extérieur, il y a cette ambiance un peu silencieuse parce qu'on entend juste les gens chantonner et danser, donc pas de pollution sonore, ce qui ravira les voisins. Et on a décidé d'avoir un événement qui est un petit peu d'avoir différents aspects, et vraiment de parler de nos engagements communs, enfin de nos engagements de chaque association. Donc on fait une table ronde en première partie à 18h où on va parler de comment l'écologie et le féminisme peuvent se retrouver. Et ensuite on fera des ateliers aussi pour les enfants et pour les adultes autour de la musique avec du matériel de récupération que va bien vouloir nous fournir Rouleco, et aussi une découverte des travaux des résidents, des artistes qui sont résidents dans l'école de Sous-Aléry, puisque ça se passe à l'ancienne école de Sous-Aléry à Cran-Gévrier. Eh ben, le rendez-vous est donc pris, en tout cas on vous le rappelle. Ce vendredi 28, c'est du côté des Haras, le Super Show. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission, d'avoir fait le petit détour jusqu'à chez nous. Merci. On vous souhaite un très bel été, avec plein de beaux événements. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Et puis tout de suite, j'accueille le retour de Sébastien pour la revue de presse. Rebonjour Seb. Oui. Et avec toi, on va commencer tout de suite, encore une fois, prendre un petit bol d'air frais et partir sur les hauteurs pour un record. Avec des images assez impressionnantes. Je pense que tu connais Mathias Giraud, qui a donc réalisé ce lundi le premier saut en ski base jump depuis le sommet du Mont Blanc, avec, tu l'as dit, un record à la clé. On regarde quelques images, c'est assez impressionnant.
premier ski base du sommet du Mont Blanc. Ça, c'est de la joie, elle fait plaisir. On En rappelle effet. les images réalisées par un professionnel. Des Bien performances entendu, bien réalisées par un entendu. professionnel. Autre petite revue de presse avec une offre généreuse, mais pas forcément bien acceptée. Oui, la canicule qui continue de faire parler d'elle, avec cette histoire qui s'est passée dans le Val-de-Marne, en région parisienne. Un père de famille a dépensé 400 € en ventilateur pour équiper les salles de classe de l'école maternelle de sa fille. Il avait constaté que la température avoisinait dans ces salles les quelques 40 degrés. Ce sont donc au total 10 nouveaux ventilateurs qui ont été achetés. Mais quelle ne fut pas la déception de Philippe Bouriaki, c'est le nom du père de famille, quand il a appris que les ventilateurs devaient être enlevés. La cause, elle est simple. Un inspecteur académique était passé par là et il a rappelé la règle. Tout matériel qui arrive dans une école du premier degré est soumis à un règlement en lien avec la commune, et ce pour se prémunir de tout risque avec la sécurité des élèves et du personnel. Philippe Bouriaki a donc dû reprendre ses 10 ventilateurs sous le bras. Donc voilà, une belle histoire qui malheureusement termine mal. Ça en dit long sur le côté un petit peu brut de béton de l'administration française. L'affaire Papatico suite est fin normalement. Et peut-être, on espère en tout cas, on reparle justement de cette affaire qui avait endeuillé le bassin chambérien en avril 2012. À cette époque, donc, un agent de la BAC, monsieur Papatico, avait tenté de s'interposer lors du braquage du magasin Darty à Saint-Alban-l'Hesse. Il avait été percuté par une voiture conduite par les criminels, provoquant sa mort. Depuis, si le chauffeur de la voiture a pris la fuite en Tunisie dès 2012, 3 hommes ont comparu devant la justice. Une première fois en 2016 devant les assises de Savoie, une seconde fois en appel à Annecy, c'était en 2017, dont le jugement d'ailleurs avait été annulé par la Cour de cassation. Ce lundi, c'était donc le 3e acte du procès devant la Cour d'assises du Rhône, qui a finalement condamné les 3 protagonistes à 23 ans de réclusion criminelle, une sentence qui pourrait toutefois à nouveau être pourvue en cassation, selon l'un des avocats des accusés. Et puis un écureuil bientôt animal de combat. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, je t'avoue que en fait, sur cette revue de presse, tout est dans le titre. Hein. Il aurait drogué son écureuil à la mette pour en faire un animal de combat. J'ai vu ça, je me suis dit, il faut que j'en parle. Et oui, tu te dis bien, ça se passe aux US, en Alabama plus précisément. L'info a fait la une outre-Atlantique. C'est lors d'une perquisition chez un certain Mickey Polk que les forces de l'ordre ont découvert, au milieu de drogue et armes à feu, un écureuil potentiellement lui aussi drogué. Son propriétaire a pris la fuite, est toujours aujourd'hui recherché, mais a toutefois tenu à passer un appel au Washington Post pour clamer son innocence, précisant que l'animal avait quand même une très très belle vie. Et conformément aux lois de l'Alabama interdisant la détention d'animaux sauvages, le rongeur a été relâché dans la forêt sans même, je cite, avoir tenté d'attaquer les agents présents sur site, a précisé le bureau du shérif. Ça m'a juste fait rire, il fallait que j'en parle. Une vraie histoire américaine. Vrai. Merci beaucoup Seb. Merci. On se revoit tout à l'heure pour le rappel des titres et j'accueille tout de suite notre dernier invité, monsieur Zoltan Prim. S'il vous plaît. Bienvenue. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, vous êtes à la base d'une exposition, ma foi, imposante et assez particulière qui est Dino World. Alors, après avoir posé ses bagages en Valais en 2016, à Neuchâtel en 2017 et à Villeneuve en 2018, c'est maintenant à Versoix que ça se passe, donc juste aux portes de Genève, avec justement des animaux grandeur nature. Déjà, question bête et méchante, comment ça vous est venu l'idée de faire un parc de dinosaures? Il y a eu l'influence Jurassic Park à un moment ou... Alors, je pense que comme tout le monde, on a tous vu le film, ça donne des envies à tout le monde, bien évidemment. Mais comme chaque enfant, on est tous passionnés par ces dinosaures, c'est des animaux qui sont juste extraordinaires, mystérieuses. Et par la suite, après, quand j'étais un petit peu plus grand, je me suis orienté vers l'événementiel. Puis les conditions se sont mises ensemble et puis j'ai pu réunir ma passion avec mon travail et j'ai créé Dino World. Voilà, tout simplement. C'est un sacré investissement. Comment ça? J'imagine que ça s'est pas fait en un coup. Petit à petit, il y a de nouveaux spécimens qui viennent s'ajouter aux autres ou ça a été un coup de tête, un achat global Alors, c'était presque un coup de tête. C'était le moment où jamais de le faire. J'avais réussi à faire un petit peu d'économie, demander un petit peu à tout le monde. Et puis, on a commencé petit au tout début, quand on a fait à Sion. Et on a eu un énorme succès. Ça avait vraiment bien plu aux gens. Ce qui fait qu'on a tout de suite tout réinvesti pour encore faire plus grand. À Neuchâtel, on s'est dit, on va tout réinvestir, on va faire encore plus grand. Ainsi de suite jusqu'à présent. Maintenant, on est la plus grande exposition de Suisse sur le thème des dinosaures. Et on a une exposition qui regroupe bien sûr tout un parcours où on voit tous ces géants de la préhistoire, mais aussi plein d'activités pour les enfants, des bassins de fouilles archéologiques, des rivières aux fossiles, des mini-golfs, tout ce que le cœur d'un enfant puisse désirer. Bon, c'est pour les enfants, mais pas que. J'imagine que les adultes peuvent apprendre des choses également. Évidemment, donc j'ai pu moi-même
participé à faire tous les panneaux explicatifs en essayant au maximum de les rendre intéressants. Bien sûr, tout le monde ne peut pas lire tous les panneaux, toutes les explications, mais j'ai essayé d'intégrer chaque petite anecdote sur les dinosaures qui puisse vraiment marquer les petits comme les grands. Alors aujourd'hui, ça se veut vraiment divertissement ou à vocation vraiment d'enseignement, de pouvoir apprendre des choses en plus? Pourquoi pas faire les deux, franchement. Moi, bien évidemment, les familles qui viennent ici doivent passer un bon moment. Ils doivent passer un super après-midi chez nous. C'est pour ça qu'on a amené énormément de jeux. Et puis le côté chasse au trésor, les enfants peuvent trouver en lisant les panneaux explicatifs, des pistes qui leur mènent à un cadeau à la fin, plein de petites choses qui leur permettent d'apprendre en s'amusant. Alors ça, ce sera tout l'été jusqu'à fin août à peu près du côté de Versoix. 26 000 mètres carrés, faut les remplir quand même. Aujourd'hui, il y a une soixantaine de dinosaures. J'imagine que ne serait-ce que l'installation, ça doit déjà être une épopée en soi. C'était une épopée, effectivement. C'était les travaux d'Hercule. On est arrivé avec près de 12 semi-remorques sur place. Ça représente à peu près 36 tonnes de matériel. Quand même. Et on a dû, avec une équipe de 10-15 personnes, monter tout ça en un temps assez record parce que forcément, le temps jouait un petit peu contre nous. On a eu la place au dernier moment. Et puis on a réussi à faire le montage en moins d'un mois, ce qui est énorme. Alors aujourd'hui, bon, forcément, il faut donner des salaires à tout le monde. C'est une expo payante, mais au niveau du prix, comment on a réussi à trouver un petit peu le juste milieu, la juste valeur de quelque chose qui n'existe pas ailleurs presque? Alors bien sûr, c'est une expo qui coûte extrêmement cher du fait que c'est une expo itinérante. Donc à chaque fois, il faut tout ramasser, le stocker, l'entreposer pendant l'hiver et après repartir d'une feuille blanche, quasi tout recréer pour que ça puisse s'intégrer au milieu. Donc, nous, on a fait des tarifs qui puissent permettre aussi de vivre pour nous et puis tous les gens qu'on emploie. Et bien évidemment, on a essayé de faire un effort pour les familles. On a un pack famille exprès pour 2 adultes, 2 enfants, et puis tous les enfants supplémentaires sont beaucoup moins chers. Ça permet aussi de venir aussi en groupe. On a des tarifs spéciaux pour les groupes. On a fait le maximum pour que les gens puissent venir profiter de notre expo. Aujourd'hui, alors c'est une expo donc, qui est jusqu'à la fin d'été à Versoix. Déjà, on commence à se projeter sur les étés prochains, sur les années prochaines. On vous demande à gauche et à droite déjà, il y a déjà des emplois du temps qui ont été pris. C'est surtout nous qui demandons parce que c'est une grosse infrastructure à bouger, donc il faut trouver des places. Nous, on cherche presque tout le temps des nouveaux emplacements. Pour l'instant, je dois vous dire que j'en ai aucune idée où on sera. Donc, on essaie surtout de se concentrer sur celle-ci, essayer d'offrir le maximum pour les gens. On a aussi beaucoup de nouveautés qui vont venir pour les vacances d'été, des nouveaux dinosaures qui seront bientôt présents, dont le plus grand dinosaure de Suisse, animatronique, donc qui bouge. Donc qui bouge, animé. Animé. On sait ce que c'est comme dinosaure? Ça sera un diplodocus, mais j'en dis pas plus. Alors d'accord. Merci beaucoup en tout cas Zoltan d'avoir participé à cette émission. Bon courage pour cet été. Merci bien. Et puis on vous souhaite plein de réussite. Merci, au revoir. À bientôt. Puis tout de suite, c'est le retour de Seb pour le rappel des titres. D'ici quelques minutes après la pub, c'est le JT et on va parler canicule. Oui, on ira dans un EHPAD du côté de Viry pour voir un petit peu comment on s'organise pour accueillir, pour soulager, pour aider les résidents. Un reportage signé Clémence Waldès. Deuxième dossier et on a du nouveau sur les haras. Le projet de réhabilitation des haras qui a été dévoilé ce lundi soir. Beaucoup de nouvelles choses, notamment une halle gourmande, une cité du film d'animation. On verra ça avec Alex Boucher. On a rendez-vous donc tout de suite après la pub avec le journal télévisé. Restez fidèles, à tout de suite.